Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de Claire-Nord Stines, la première femme pilote à avoir fait le tour du monde en voiture, une aventure qu'elle a vécue sous l'œil de son caméraman qui l'accompagnait. Et visiblement, ça valait le déplacement. Ah, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'était pas du tout née dans une famille qui la destinait à faire ce genre de choses, hein. Elle est née en 1901 à Mülheim, dans la Ruhr, mais en même temps dans une famille de très riches industriels, mais quand elle est petite fille, elle préfère jouer avec des bougies d'allumage, elle aime pas les poupées. À 13 ans, elle connaît déjà par cœur tous les types de voitures, tous les types de moteurs, et c'est un vrai garçon manqué, devenue jeune femme. Elle s'habille en pantalon, chemise, cravate, elle porte les cheveux courts. Donc, c'est une personnalité originale. Et je le disais, son père est à la tête d'un consortium minier manufacturier extrêmement puissant. Elle va un temps travailler pour lui comme une sorte d'assistante, mais c'est manifestement pas son truc. Et puis, quand son père meurt, elle est écartée des affaires familiales par ses frères. Sa mère la fait revenir à Berlin, lui dit maintenant, ma cocotte, tu te maries, mais elle n'en a absolument aucune envie. Donc, elle prend ses distances avec sa famille dans des bolides. Et sous le pseudonyme de Fräulein Lehmann, elle remporte sa première course à 24 ans. En 2 ans, elle en remporte 17 compétitions automobiles. C'est une femme qui a besoin d'adrénaline, d'aventure, de records. Et du coup, elle se dit, eh bien, je vais devenir la toute première femme à faire le tour du monde en voiture. Alors, elle fait toc-toc chez ses frères en disant, bah, écoutez, il faudrait voir un peu me subventionner pour mon voyage. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, elle obtient les 100 000 Reichsmark nécessaires auprès de grandes entreprises allemandes comme Bosch et Continental. Et l'idée de son voyage, c'est qu'elle doit faire la promotion des entreprises et du savoir-faire allemand. Elle doit partir dans une berline, elle choisit sa voiture, elle veut prendre une voiture tout à fait standard pour montrer qu'on peut faire le tour du monde dans une voiture qui n'a rien d'extraordinaire. Alors elle prend la Standard 6 de la société Adler, elle la baptise la Smaller, la petite, et la seule chose qu'elle modifie sont les sièges, parce qu'il faut pouvoir incliner les sièges pour pouvoir passer la nuit dans la voiture, et à l'époque, à la fin des années 30, on n'a pas encore tellement pensé à ce genre de dispositif, on ne s'attend pas effectivement à ce que une femme comme ça fasse le tour du monde. Alors après, une fois qu'elle a sa voiture, qu'elle a un peu d'argent, elle recrute 2 mécaniciens et un caméraman suédois, Karl Axel Söderström, qui doit évidemment photographier, filmer toute l'aventure, parce qu'il faut faire la promotion de cette aventure. On imagine, ça a fait scandale bien sûr, parce que c'est quand même une femme qui part seule avec 3 hommes. Bon, ça, c'est pas dans les habitudes de la grande bourgeoisie allemande. Il faut un camion d'escorte parce que quand vous partez pour un tour du monde, il faut bien transporter du carburant, des vivres et de la pellicule pour le caméraman. Et elle, qu'est-ce qu'elle prend? Eh bien, elle prend 3 robes de soirée. Bah, on ne sait jamais, on peut être invité aux soirées de l'ambassadeur en cours de route. 3 pistolets et elle démarre avec 128 œufs durs, car elle ne compte pas s'arrêter 1 minute pour manger dans un premier temps. Elle mange que des œufs durs. Bon, départ de Francfort le 27 mai 1927, et là, ça commence tout de suite très très mal. Crevaison, embrayage cassé. Au bout d'une semaine, alors qu'ils viennent d'arriver à Belgrade, Söderström en a déjà sa claque, lui dit oh non, moi j'en peux plus, c'est mal parti tout ça, je rentre chez moi. Bon, finalement, il reste, mais ils vont quand même mettre 20 jours à parcourir les 2 premiers 2000 kilomètres, ce qui est quand même très long, jusqu'à la Turquie. Après Beyrouth, après quoi, ils vont jusqu'à la Sibérie. Ils veulent arriver en Sibérie avant l'hiver. Et là, les conditions sont épouvantables dans ce voyage. Tempête de sable, boue. En Russie, ils ont affaire à des loups affamés, à des Russes complètement ivres qui les attaquent à coups de couteau. Alors là, les accompagnateurs commencent à en avoir marre. À Moscou, le premier technicien, Hans Grunow, abandonne. Mais bon, il a l'appendicite, donc il n'est plus très en forme. Et à Novosibirsk, c'est le second technicien qui rend son tablier. Alors, Söderström, le caméraman suédois, et Claire-Nord se retrouvent tout seuls pour cette aventure. À Irkoutsk, en Russie, le duo doit patienter 2 mois et demi jusqu'à ce que le lac Baïkal gèle, sinon on ne peut pas traverser. Mais la glace n'est pas assez épaisse et elle se fondit. Ça, c'est vraiment la caricature du film d'aventure, mais ça leur est effectivement arrivé. Ils sont là, ils foncent sur le lac Baïkal et la glace se fendit sous leurs roues. Ils sont à 2 doigts d'être engloutis. D'ailleurs, ils ne voient pas loin d'eux un traîneau être englouti. Et ce jour-là, ils arrivent en face absolument plus morts que vifs et ils ont liquidé tout leur stock de vodka dans l'émotion. Dans le désert de Gobi, ils sont poursuivis par des hordes de guerriers affamés.
Et puis c'est leur camion qui prend feu. En plus, les chemins sont évidemment pas adaptés, ils prennent du retard. Alors 28 avril 1928, ils atteignent le Japon, ils escaladent le mont Fuji, et puis là ils prennent le bateau, Hawaï et l'Amérique du Nord jusqu'à Lima. Et alors le pire du pire, ça a été les Andes. Parce que dans les Andes, ils sont à 4000 mètres d'altitude, il y a des cailloux, des rochers énormes, comment vous faites pour pousser votre voiture Il n'y a là-dedans? pas de route. Non, il n'y a pas de route. Alors, ils progressent à coups de dynamite. Ils ont emprunté de la dynamite pour se créer un passage. Ils empruntent des pentes à 60%. Et le 12 août 1928, Söderström écrit dans son journal qu'ils ont parcouru 150 mètres dans la journée. 150 mètres dans la journée parce que leur voiture était bloquée par des rochers. C'est un cauchemar, ces Andes péruviennes. Ils sont exténués. Ils ont failli mourir de faim et de soif. Ça a été une épopée absolument grandiose et terrible. Bon, puis alors enfin, la dernière étape, alors là, c'est de tout repos, Amérique du Nord, ils sont accueillis comme des stars de cinéma, ils sont reçus par le président ouvert à la Maison-Blanche. Et lorsque leur périple prend fin 10 mois plus tard à Berlin, donc l'expédition aura duré plus de 2 ans, 2 ans et 1 mois, le compteur de leur véhicule indique 47 000 kilomètres. Oui, ils ont fait le tour du monde. Alors, ça leur a permis de faire connaissance, hein, Karl Axel va divorcer. Hein, il épouse Claire Nord, naturellement. Ils auront 3 enfants. Ils vont vivre en Suède jusqu'à la disparition de Claire Nord, la femme d'acier. Elle est morte en 1990, tout ça n'est pas si vieux. En tout cas, première femme à avoir fait le tour du monde au volant. Et donc, il n'y avait pas de route autour du lac Baïkal. Non, parce que le lac Baïkal, vous traversez, il faut aller tout droit. Hein. Puis c'est gigantesque, c'est comme une sorte de mer intérieure. Mais vous dites hein. c'est la première femme, et est-ce qu'il y a beaucoup de gens globalement qui font le tour du monde en voiture? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens Non. de toute façon, mais cette Claire Nord, ça devait être une sacrée personnalité. Ouais, mais on la connaît peu, c'est étonnant. Bah oui, mais bon voilà, là vous allez nous dire que c'est l'effet Mathilda, il y a un peu de ça, c'est vrai. Est-ce qu'elle a fait l'objet, elle pourrait faire l'objet d'un film, c'est une véritable épopée. Oui. Merci en tout cas Clémentine de l'avoir sorti de l'oubli. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.